Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Un livret de caricatures à destination des jeunes d'Île-de-France, mais sans Mahomet, le pape ou Jésus. La région d'Île-de-France se dote d'une importante politique laïcité. On en parle dans la première partie de cette émission. L'apprentissage peut-elle être un réel levier d'insertion sociale et professionnelle? En seconde partie d'émission, le chargé de mission pour la Fondation Innovation pour l'apprentissage viendra nous en parler. Dans sa chronique, Charles Adélaïde vous parlera des carnets de culture générale qui cartonnent chez les jeunes. Mais tout de suite, place à l'actualité avec Shirley. Bonsoir Shirley. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. À la une de ce journal, un programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle urgent selon le planning familial qui fait pression sur le gouvernement. Et oui, car ce programme n'a toujours pas été présenté alors qu'il est censé être mis en œuvre à la rentrée prochaine. En attendant, Sarah Durocher, la présidente nationale du planning familial, s'inquiète du militantisme forcené de certaines associations. Dans une interview accordée au DNA, elle déclarait ceci: les associations anti-choix et anti-droit gagnent du terrain. Elles ont lancé une offensive pour que cet enseignement n'ait pas lieu et font de la désinformation sur le sujet. Si le planning familial est impatient, c'est aussi parce que l'éducation sexuelle est rarement dispensée dans les écoles, les collèges et les lycées, faute de programmes et d'impulsion politique, alors même que cette éducation sexuelle est obligatoire à raison d'au moins 3 cours par an. Ce qui a été retardé, ce qui a retardé les choses pour ce programme d'éducation à la vie sexuelle et affective, eh bien, c'est évidemment la motion de censure qui a fait tomber le gouvernement Barnier avant les vacances de Noël. Initialement, le texte devait être présenté le 12 décembre au Conseil supérieur de l'éducation en vue d'une publication pour la prochaine rentrée. Désormais, ce sera d'ici fin janvier, promesse de la ministre de l'Éducation Elisabeth Borne lundi dernier. Reste à savoir si consensus il y aura autour du terme d'identité de genre qui avait fait débat jusqu'alors. Un terme qui renvoie au sentiment d'être une femme, un homme, ni l'un ni l'autre ou les deux. Mentionné 17 fois dans la deuxième version présentée en novembre, il avait suscité la fronde des associations conservatrices. Elle, en revanche, ne se fait pas attendre. La grippe hivernale continue même de progresser, en particulier dans les hôpitaux. L'épidémie se développe à un niveau d'intensité exceptionnellement élevé, d'après le bulletin hebdomadaire de Santé publique France publié hier soir. Augmentation dans toutes les classes d'âge, sauf les 5-14 ans. 20 plans blancs ont été déclenchés pour réquisitionner des lits et des personnels volontaires sur leur congé. L'hôpital français a bien du mal à gérer une épidémie qui demande certes un nombre d'hospitalisations plus élevé en ce début d'année, mais une épidémie saisonnière. Le témoignage du docteur Caroline Brémaud, ancienne chef du service des urgences de l'hôpital de Laval, au micro de Tarache Legel sur France Culture. On est en gestion de situation exceptionnelle, alors qu'en fait c'est une situation, tout ce qui est de plus naturel au mois de janvier, en fait en hiver. Moi, il y a 10 ans, quand j'étais interne, on ouvrait une unité saisonnière de novembre à mars dans une aile de l'hôpital qui était disponible parce qu'on avait les moyens d'anticiper la pathologie hivernale. Et actuellement, on n'a plus les moyens de faire face à ça. Ça veut dire qu'on a des gens qui restent aux urgences parce qu'il n'y a pas de lit d'hospitalisation. Ça veut dire qu'on est obligé de déprogrammer certaines activités et se mêle à ça la difficulté d'accès aux soins. C'est-à-dire que nous, dans notre département, les services d'urgence sont en accès régulé, c'est-à-dire qu'on n'accepte plus les patients sauf urgence vitale passé une certaine heure. Et moi, par exemple, lundi, je devais terminer à 20h30 et je suis rentrée chez moi à 1h30 du matin parce que j'avais personne pour prendre ma relève. Tousser dans son coude, se laver régulièrement les mains, aérer les pièces de vie, porter un masque dans les lieux publics. Voilà quelques petits rappels sur les gestes barrières à adopter. Et par ailleurs, la vaccination est encore possible jusqu'au 31 janvier. Des établissements scolaires, il ne reste souvent que des débris sur l'île de Mayotte. Un mois après le passage du cyclone Chido, les jeunes Mahorais devraient reprendre le chemin de l'école le 13 janvier. Mais finalement, la date a été repoussée, Charlotte. Oui, ce sera le 13 janvier pour les enseignants uniquement. Et pour les élèves, ce sera 7 jours plus tard, le 20 janvier. Un changement de calendrier annoncé hier par le recteur de Mayotte, Jacques Mikulovic, et le préfet de l'archipel, François-Xavier Bieville, lors d'une conférence de presse. La date initiale avait été annoncée par le Premier ministre François Bayrou lors de sa visite dans le département français fin décembre. Elle avait été confirmée par la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, dimanche dernier. Mais c'était trop tôt au vu du nombre d'incertitudes, comme le soulignait hier matin Axel Texweis, professeur
professeure d'histoire-géographie au collège à Mayotte et rapatriée depuis en métropole. Elle était au micro d'Issy Roussillon, ex-France Bleu. Pour moi, ça me paraît un peu grand le 13 janvier, sachant que la quasi-totalité de nos élèves ont tout perdu. Ils n'ont plus de matériel scolaire, ils n'ont plus de toit, ils n'ont plus de nourriture, plus d'eau. Donc la priorité, pour l'instant, ce n'est pas l'éducation, c'est déjà de les prendre en charge. En attendant le 20 janvier, la nouvelle date de la rentrée pour les élèves à Mayotte, un état des lieux devra déterminer dans quels établissements il sera possible d'accueillir les élèves, statuer sur l'adaptation des rythmes scolaires, décider enfin de la mise en place d'un renforcement de dispositifs de cours à distance et de tentes pour remplacer les établissements détruits. Reste à savoir si les professeurs seront au rendez-vous, car beaucoup, comme Axel Texweiss, ont quitté l'île de Mayotte et contrairement à elle, ne pensent pas y retourner de sitôt. Elisabeth Borne a annoncé une aide d'urgence de 2 000 € qui sera versée aux enseignants en difficulté, les plus touchés et les moins bien rémunérés. Dès aujourd'hui, vous pourrez trouver le journal Le Papotin en kiosque. Oui, Le Papotin, c'est cette rédaction composée d'une quarantaine de personnes non professionnelles et porteuses du trouble du spectre de l'autisme, leur marque de fabrique. Ces entretiens sans filtre, empreints d'humour et de sensibilité que vous avez peut-être découvert sous forme d'émissions télé sur la chaîne France 2. Les rencontres du Papotin, réalisées par Henri Poulain, et suivies par 3 millions de téléspectateurs en moyenne. Et le journal de cette rédaction, jusqu'à présent, on pouvait uniquement le commander en ligne, mais désormais, il est disponible chez les marchands de journaux. Le but, faire porter encore plus loin la voix de ces journalistes pas comme les autres. Le numéro actuel est au prix de 10 €. Et pour terminer ce journal, une date qui montre à quel point la crise démographique est importante au Japon. Le 5 janvier 2720, voilà qui nous amène pas mal loin, Virginie. Dans 695 ans, très exactement, le Japon pourrait ne compter plus qu'un seul enfant de moins de 14 ans. C'est en tout cas le résultat des calculs de ce professeur japonais, Hiroshi Yoshida, qui travaille au Centre de recherche sur l'économie et la société des personnes âgées à l'université Tohoku. Pour parvenir à ce résultat, il a mis au point une horloge conceptuelle avec en temps réel le nombre d'enfants dans le pays, et c'est basé sur les données officielles du Bureau japonais des statistiques. Moins de mariages et de plus en plus de célibataires, voilà ce qui explique l'exceptionnel déclin démographique de la population nippone, qui devrait passer de 121 millions de personnes en 2023 à 80 millions en 2100. Merci Shirley. En cette semaine de commémoration des 10 ans des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, la région Île-de-France s'est engagée avec la parution d'un livret pour apprendre la caricature, se souvenir des drames du passé et éviter ceux de l'avenir en dialoguant. On en parle tout de suite avec notre invité. Bonjour Pierre Lisca. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Vous êtes délégué référent laïcité et citoyenneté de la région Île-de-France. Pour commémorer les 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo et l'Hypercacher, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé vouloir travailler sur la question, je cite, du dessin de presse dans les lycées, en lançant un projet pédagogique de caricature pour la rentrée 2025, donc septembre 2025, on parle de rentrée scolaire. Il s'agira de commémorer les 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo, mais également aussi les 120 ans de la loi de 1905, une loi dont on parle très souvent, à laquelle on fait allusion souvent, mais qui n'est pas toujours très bien comprise. En tout cas, personne ne l'a vraiment a lu les premiers mots. À la question pourquoi, Valérie Pécresse, pourquoi donc ce projet pédagogique de caricature, à la question pourquoi Valérie Pécresse répond « On ne peut pas mettre la poussière sous le tapis ». Est-ce que vous pensez que c'est un sentiment très fort au sein de la population française, selon vous ? C'est un sentiment, disons que le sentiment d'adhésion au principe de laïcité et même d'adhésion à la liberté d'expression est en recul, et particulièrement chez les jeunes. On a eu cette semaine, dans le numéro de Charlie Hebdo, le numéro qui commémore les 10 ans de l'attentat, un sondage réalisé par l'IFOP qui indique que un tiers des moins de 35 ans, des jeunes de moins de 35 ans, considèrent qu'on ne peut pas rire de tout, en tout cas caricaturer tous les sujets. Et ça, c'est quelque chose de préoccupant. Et par ailleurs, dans les lycées aujourd'hui en Île-de-France, vous avez des élèves qui ont 15, 16 ans, qui, il y a 10 ans, avaient 5 ans, 6 ans ou 7 ans. Et donc, à 5 ans, 6 ans ou 7 ans, ils n'étaient pas en mesure, à l'époque, de prendre conscience
du choc que ça a été, du choc national et même mondial que ça a été ces attentats, et même de comprendre les enjeux autour de la question de la liberté d'expression et de la laïcité. Et en fait, ce travail-là, c'est un travail pédagogique qu'on construit avec les enseignants. Ce travail-là, on ne l'a plus fait pendant des années. Pourquoi, selon vous ? Parce que je crois que le principe de laïcité a toujours été perçu comme étant intangible et comme étant finalement un acquis. Et que on en a oublié, ou du moins on s'est dispensé dangereusement de continuer à le transmettre, à l'apprendre, et on finit par, pas forcément l'oublier, mais en tout cas, on ne le comprend plus. Disons qu'on a du mal, effectivement, à l'expliquer peut-être, parce que bon nombre d'émissions ont été faites dessus, d'articles de presse, de livres, de romans, de films, je ne sais pas, de textes humoristiques, évidemment. Et pour autant, c'est vrai qu'il y a une continuité d'incompréhension par rapport à ce sujet de la caricature déjà, et de la laïcité dans son ensemble. Est-ce qu'on peut redire, je sais que vous l'avez dit 1000 fois, mais peut-être redire l'importance de la laïcité, ce que c'est que la laïcité ? D'abord, la laïcité, je voudrais rappeler que ce n'est pas une opinion. C'est-à-dire qu'on n'a pas à être pour ou contre la laïcité. La laïcité, ce n'est pas une opinion, c'est la liberté d'en avoir une d'opinion. Et c'est ça qui vient, qui vient nous permettre d'exercer à la fois la liberté d'expression et finalement qui est garant de notre esprit critique. C'est-à-dire que on est libre en France d'exercer son culte en toute sécurité, en toute liberté. On est libre aussi de ne pas en avoir, mais on est aussi libre de questionner, on est aussi libre de critiquer, de se moquer de toute idée, de tout dogme, de toute croyance, de toute idéologie et donc de toute religion. Et il n'y a pas de pensée sacrée en République. Il n'y a pas de pensée sacrée. Il n'y a pas de dogme qui viendrait s'opposer à la construction de l'esprit critique, à la raison, au savoir. Et ça, c'est important de le rappeler. Et alors, certains vont vous arriver, pardon de vous couper, mais alors ça veut donc dire qu'on peut tout dire pour l'interrogation ? On peut tout dire dans la limite de ce que permet le droit et la liberté d'expression. On peut tout dire, on peut critiquer, on peut se moquer, et je vais même peut-être choquer, mais on a le droit d'insulter une religion. Non pas les croyants, la religion, l'idée, la pensée, le dogme, tout cela, ce sont des choses qui, en démocratie, on a le droit de pouvoir questionner tout un tas de choses. C'est comme ça qu'on devient des citoyens libres et surtout des citoyens éclairés. La liberté de caricaturer est un droit français ? La liberté de caricaturer, j'ose espérer que ce ne soit pas seulement un droit français, mais en tout cas c'est ce qui fait partie aussi de cet ADN si français qui s'est construit à travers les siècles, depuis la Révolution, où la caricature a servi de message politique pour dénoncer les puissants, pour dénoncer les ordres établis, les dogmes. Et je crois que ça fait partie de l'esprit français, celui de la caricature, la satire, l'humour fait partie de l'esprit français. Et je pense que c'est important de rappeler que c'est pas aussi acquis qu'on ne le pense et qu'il faut le défendre. Il faut le défendre. Mardi soir sur France Télévisions, sur France 2 exactement, il y a une émission consacrée à cette commémoration des 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo. Le dessinateur Juin dessinait donc en direct, croquait en direct pendant l'émission. Et un dessin que je n'ai pas ici, mais que vous retrouverez évidemment sur Internet facilement, est écrit « La caricature est le thermomètre de la démocratie ». Et le dessin est très suggestif puisque c'est un des journalistes de la rédaction, enfin en tout cas on l'imagine, avec des lunettes qui prend la température, un thermomètre d'un terroriste avec une Kalachnikov. Comment réagissez-vous quand vous voyez une caricature comme ça ? Est-ce que pour vous c'est une façon de voir justement cette liberté d'expression ? Oui, je pense que, pour reprendre l'expression, la caricature est le thermomètre de la démocratie, c'est ça. On le voit très bien dans les États qui sont pas ou peu démocratiques. La liberté de la presse, pas forcément de caricaturer, mais la liberté de la presse est quand même sacrément remise en question, sacrément limitée. Et le simple fait de se dire, il y a des choses, il y a des sujets sur lesquels on n'a pas le droit
ni de rire, ni de se questionner, ni de dessiner, c'est une atteinte à la liberté d'expression et c'est au fond la démocratie qui est remise en cause. Et donc oui, je pense que intrinsèquement, le droit de caricaturer est lié à la démocratie. Et d'ailleurs, le projet qu'on lance avec la région Île-de-France, dans les lycées franciliens, on va y venir, s'appelle Caricature et démocratie. On va en parler évidemment, mais avant cela, j'aimerais revenir vraiment sur l'aspect général, sur la question finalement, bien sûr, de la laïcité, de la liberté, du droit fondamental. Mais cette fameuse question, peut-on rire de tout? Puisque c'est la question que tout le monde pose aujourd'hui. Peut-on parler de tout? Peut-on tout dire? Peut-on rire de tout? Autre dessinateur et qui est aussi directeur de la rédaction de Charlie Hebdo, Rhys, disait dans l'hommage qui était consacré donc mardi soir, quand on s'exprime, on prend toujours le risque de heurter les gens. Sinon, dans ces cas-là, on ne dit rien d'intéressant. Oui, il a raison, et je crois effectivement qu'on peut tout dire et qu'on peut rire de tout. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui sont choqués n'ont pas le droit d'exprimer le fait qu'ils se sentent eux-mêmes offensés. Ils ont le droit d'être offensés, mais ils ont autant le droit d'être offensés que d'autres ont le droit de rire et de se moquer. C'est un principe vraiment, pour le coup, fondamental. Et dès lors que vous considérez qu'il y a un sujet ou une pensée qui est sacrée, que l'on n'a pas le droit de questionner, de se moquer et de critiquer, à cet instant, vous tombez dans une forme d'obscurantisme et vous bridez les consciences. Et est-ce que vous pensez que c'est le cas, par exemple, aux États-Unis, avec le New York Times et l'arrêt des caricatures? Est-ce que vous pensez qu'on peut tomber dans une fin de démocratie, finalement? Le plus grand danger, selon moi, c'est pas forcément la censure, en tout cas pour ce qui est des grandes démocraties, mais plutôt l'autocensure. Mais on le voit aussi en France. Regardez, il y a 20 ans, maintenant, 15 ans, quand Charlie Hebdo a été le seul média à avoir publié les caricatures du prophète, ce qui l'a du coup, de fait, mis en danger. Là où tous les autres médias français ont décidé, dans une forme d'autocensure, de ne pas le faire. Et je pense que le plus grand danger dans nos démocraties, c'est pas une censure qui viendrait de l'État ou d'une institution, pourquoi pas religieuse, c'est l'autocensure. Et cette autocensure en France, elle peut aussi venir du fait que les journalistes, quand ils font leur travail, considèrent que l'opinion ne comprend plus ce que fait la presse et ne soutient plus et ne défend plus la liberté de la presse et la liberté d'expression. C'est pour ça que c'est important de revenir sur ces principes fondamentaux, c'est pour ça que c'est important de faire de la pédagogie et c'est ce qu'on fait dans les lycées en Île-de-France. Merci beaucoup d'être là pour en parler, on est ravis de le faire également. Autre question, et cela concerne effectivement la jeune génération. Vous disiez qu'ils étaient plus d'un tiers à moins penser, de 35 ans. C'est ça, hein, à penser que toutes les caricatures n'étaient pas forcément bonnes à vivre, si je puis dire, à exister aujourd'hui. Pour autant, 76% des Français, donc de la population, pensent que la liberté d'expression est un droit fondamental et que la liberté de caricature en fait partie. Est-ce que vous pensez qu'il y a un repli religieux de la part de la jeune génération? Est-ce que c'est un repli religieux? Est-ce que c'est une résurgence du fait religieux? Ça, je pense que oui. Mais je pense même au-delà de la question de la religion, c'est une incompréhension en fait, du principe de laïcité. C'est-à-dire que chez les jeunes, de plus en plus, la laïcité n'est plus perçue comme un principe émancipateur, qui permet de garantir justement la construction de l'esprit critique, mais elle est perçue comme étant un principe discriminant. Et ça, c'est problématique. Et c'est pas tant une opposition de principe au principe de laïcité, plus qu'une incompréhension de ce qu'est vraiment le principe de laïcité. Et est-ce pas un manque de culture, ou en tout cas un manque de vision de ce qui se passe ailleurs? À cela, Rhys dit, c'est une génération, les jeunes, qui est née dans une société française qui n'est plus sous l'emprise de la religion. Ils sont nés dans une société libre, très ouverte. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'est une société qui est réglementée par la religion de A à Z, comme en Iran ou en Afghanistan.
Je souscris encore une fois à ces propos, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai qu'on a eu l'occasion il y a quelques semaines d'organiser un grand colloque autour de la question de la laïcité à la région Île-de-France avec des intervenants de talent. Et les intervenants qui finalement étaient les plus engagés, étaient les plus passionnés sur la défense de la laïcité, étaient bien souvent des philosophes, des écrivains, des journalistes, des penseurs qui venaient de pays où justement le principe de laïcité n'existait pas, où justement le fait religieux, en tout cas la religion, se mélangeait avec l'État, et c'était ceux-là même qui étaient souvent réfugiés en France ou exilés, étaient les plus fervents défenseurs de ce principe de laïcité. Et c'est vrai que nous, Français, qui avons presque oublié ce que c'est que cette chance de vivre dans un État laïque, on en oublie que... quand vous critiquez les puissants dans certains pays, ou quand vous vous interrogez sur un dogme ou une religion, vous êtes passible soit d'emprisonnement, soit de la peine de mort. Et donc c'est un combat, la laïcité. Et il faut continuer, enfin il faut l'entretenir, et il faut se rendre compte de la chance qu'on a de vivre en France. Alors justement, cette chance-là, on la cultive, et vous la cultivez davantage avec ce projet pédagogique de caricature lancé pour la rentrée 2025, donc par la région Île-de-France, lancé donc par Valérie Pécresse, qui la dirige. Ce livret de caricature qui sera à la disposition des enseignants, mais qui sera sans Mahomet, le pape ou Jésus, je cite. Pourquoi ces figures-là en particulier ? Alors d'abord, pour revenir sur la genèse du projet, oui. Il s'agit de l'association Dessiner, Créer, Liberté, qui est une association qui a été créée au lendemain des attentats de Charlie, et association créée par Charlie Hebdo elle-même, lui-même. Et cette association-là, avec Charlie Hebdo donc, a proposé à l'ensemble des régions de France de porter ce projet-là dans les lycées de France. Nous sommes la seule région à avoir saisi la main tendue de Charlie Hebdo pour mener ce projet avec eux dans les lycées. Il ne s'agit pas d'une opération pour exclusivement dédiée et centrée sur la question de la religion. Il s'agit de sensibiliser les jeunes au dessin de presse, à la liberté d'expression et effectivement aux faits religieux. Aux faits religieux, en tout cas le principe de laïcité. Ce que je veux dire, c'est que c'est un acte de paix, c'est une idée de dialogue en fait. Alors la sélection des dessins, pourquoi je parle de cette association-là créée par Charlie Hebdo, c'est que la sélection de dessins nous a été proposée par Charlie Hebdo lui-même. Et c'est Charlie Hebdo lui-même qui a décidé d'écarter, par exemple, les caricatures de Mahomet. En revanche, sur ces 12 dessins, il y en a 4 de mémoire qui concernent très directement les religions, qui évoquent le terrorisme islamiste. Donc ce ne sont pas des sujets qui sont, comme on a pu l'entendre, qui sont... ni écartés ni éludés. Ce sont les figures, en fait. Exactement. Voilà, qu'on ne doit pas, pour certains, effectivement caricaturer, à l'instar du prophète ou de Jésus ou du pape. Mais en revanche, vous abordez les sujets. On aborde tous les sujets, il n'y a aucun tabou. Les dessins sont libres, à la discrétion des enseignants, et ils en font l'usage qu'ils souhaitent. Mais on se rend compte que donc c'est des dessins aussi bien historiques que contemporains. C'est-à-dire que l'idée de ce projet-là, c'est d'expliquer finalement la République à travers ces dessins de presse. Donc, des critiques d'idées politiques aussi, parce qu'en fait, on n'est quand même pas en reste avec ce qui se passe en politique aujourd'hui en France. Des critiques d'idées politiques. On va aller aussi critiquer les personnes qui sont au pouvoir, au gouvernement. On va pouvoir aller aussi voir ce qui se passe. Il y a effectivement des dessins de presse qui portent sur jusqu'à la dissolution, toute récente dissolution du mois de juin dernier, et on remonte comme ça au fil de l'histoire, on remonte jusqu'à Louis-Philippe et les premières caricatures. Et c'est intéressant, et on a eu l'occasion d'aller dans un lycée mardi à l'occasion des 10 ans de l'attentat de Charlie, avec Valérie Pécresse et avec d'ailleurs Raphaël Enthoven et Xavier Gors, le dessinateur, pour justement échanger avec ces lycéens autour de ces caricatures et lancer ce projet pédagogique. On a eu l'occasion d'échanger autour de la caricature de Philippon, qui caricature le roi Louis-Philippe, en expliquant que finalement, à cette époque-là, la figure du roi était une figure sacrée et que personne ne pouvait caricaturer le roi, se moquer du roi, sous peine d'être sanctionné, en tout cas d'être embastillé, en tout cas emprisonné.
Et c'est important de revenir justement sur l'historique du dessin de presse en République pour montrer que, effectivement, ce qui avant était sacré, la figure du roi, a autant d'importance que ce que certains considèrent aujourd'hui comme étant sacré, ce qui peut être le pape pour certains, le prophète pour d'autres. Et en fait, les religions sont toutes représentées, sans tabou. Et je pense que c'est important de pouvoir aborder ces questions-là avec les enseignants et avec les élèves pour justement libérer finalement la parole et surtout déverrouiller toutes les incompréhensions qu'il pourrait y avoir. Et peut-être parler aussi du poids des réseaux sociaux avec ces fameux élèves, parce que ils sont quand même, les caricatures ne sont pas totalement, dissociables, de ce qui se passe sur les réseaux. D'autant plus que il y a quelques années, quand vous aviez une caricature dans un journal, dans un média, vous aviez une ligne éditoriale, vous aviez une contextualisation qui faisait que le dessin de presse pouvait être compris, oui. Il pouvait être discuté, il pouvait choquer, mais en tout cas, il était accepté. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, les dessins de presse, les caricatures peuvent être diffusés de façon très massive et pas simplement à l'intérieur de nos frontières, mais dépasser très largement nos frontières et aller dans des pays qui sont beaucoup moins ouverts justement au principe de liberté d'expression et du coup, de fait, ne sont pas forcément remises dans leur contexte. Et c'est ça aussi le travail que l'on fait, qu'on essaie de faire avec la région et avec l'ensemble des enseignants dans les lycées franciliens, c'est d'apprendre aux élèves, de donner les clés de compréhension de ces dessins de presse pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faut en retenir et surtout derrière, pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir continuer à se battre pour le dessin de presse et pour la caricature. Amine El-Khatmi, qui est essayiste et cofondateur du Printemps républicain, qui est lié à ce projet, disait « Plusieurs dessins évoquent les religions, l'un d'eux faisant même directement référence à la menace islamiste envers les enseignants. » C'est aussi ça qu'on aborde, c'est la violence aussi vis-à-vis des enseignants et ce qu'ils risquent. On aborde tous les sujets et ce dessin-là en particulier, c'est un dessin où on voit, donc c'était la une de Charlie Hebdo au lendemain de l'assassinat de Dominique Bernard à Arras, où on voit un enseignant criblé de coups de couteau et la société derrière lui qui se cache en disant prof, on vous soutient. Comme je vous dis, tous les sujets sont abordés et c'est important aussi de rappeler que ça ne doit pas être simplement aux enseignants de continuer à faire vivre et à défendre le principe de laïcité dans les établissements. Ils sont importants, évidemment, mais je pense que à tous les niveaux de l'État, des collectivités, des entreprises, en fait, à notre niveau, à tous, on doit être capable de pouvoir faire vivre ce principe et défendre le principe de laïcité. Et on ne peut pas ne miser que sur les professeurs, que sur les enseignants qui sont en première ligne, qui se retrouvent face à des gamins qui ne comprennent pas forcément, qui sont dans des environnements familiaux où on ne leur a pas forcément donné toutes les clés pour comprendre soit les caricatures, soit le principe de laïcité tout simplement. Et finalement, on les expose. Et c'est important de montrer aux enseignants que la région, à travers ce dispositif-là, elle est là en soutien et elle reste mobilisée à leur côté pour continuer à pouvoir exercer leur mission. Transition toute trouvée. Comment vous allez aider les enseignants à porter ce projet ? Parce que, comme vous le dites, vous ne pouvez pas les laisser seuls face à cette exposition. C'est assez compliqué. On va les former, on va les aider. Comment aborder ces sujets ? On le voit bien. Pendant les cours d'histoire, c'est assez compliqué. Certaines périodes sont difficiles à enseigner. Comment faire ? Et c'est ça qui est inacceptable. C'est justement parce que dans certains cours, il y a certains enseignements qui sont difficiles à aborder qu'on ne peut pas s'en satisfaire. Ça, c'est le constat. Mais comment vous allez faire ? Eh bien, justement, ce travail-là que l'on mène à la région Île-de-France permet de donner et de mettre entre les mains de tous les enseignants d'Île-de-France, de la région, un kit. Alors, c'est pas simplement les dessins, c'est aussi des notices explicatives, si j'ose dire, de ces dessins
pour pouvoir entamer des conversations, des discussions, des échanges avec les élèves. Les enseignants sont libres de se saisir de ce dispositif-là, c'est sur la base du volontariat. Ils peuvent le faire à plusieurs professeurs, pas simplement d'ailleurs les professeurs d'histoire-géographie et d'éducation civique. Il y a d'autres professeurs qui peuvent se sentir intéressés et qui peuvent être volontaires pour se saisir de ce dispositif-là et de ce kit-là. Quand on a fait le lancement au lycée de Beson, on avait un professeur d'histoire et un professeur d'espagnol, mais j'imagine qu'il y a d'autres professeurs qui peuvent être tout aussi intéressés, des professeurs d'art plastique, pourquoi pas, pour aborder ces questions-là. Et donc nous, on les invite sur la base du volontariat à se saisir de ce kit-là. On a aussi sollicité pas mal d'intervenants extérieurs qui sont reconnus pour leur engagement en matière de la défense de la liberté d'expression ou du principe de laïcité. Je pense par exemple à Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, Elisabeth Badinter, Philippe Val, Raphaël Enthoven que j'ai cité tout à l'heure, Xavier Gors également. On a des dessinateurs, on a des avocats, on a des journalistes, des philosophes qui sont disponibles pour venir eux aussi apporter leur pierre à l'édifice et intervenir dans les lycéens, devant les lycéens, auprès des professeurs, auprès des enseignants, pour justement amorcer ce débat. Merci beaucoup Pierre Lisca d'être venu sur le plateau du Grand JT. Je rappelais que donc, vous êtes délégué référent laïcité et citoyenneté de la région Île-de-France. Merci. On va marquer une courte pause, on se retrouve tout de suite. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je ne me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était deux objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire un, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Yann Bouvier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chargé de mission pour la Fondation Innovation pour les apprentissages, autrement dit la FIPA. 837 000, ce sont les derniers chiffres que j'ai, nouveaux contrats d'apprentissage ont été signés au cours de l'année dernière dans les secteurs publics et privés, ce qui est pas mal. Le chiffre est bon à peu près ou pas? Oui, le chiffre est exact. Ces chiffres marquent une progression quand même de 14% par rapport à l'année 2021 et le nombre de contrats dans le secteur privé a été multiplié par 2,8 entre 2017 et 2022. C'est absolument énorme. L'apprentissage est plus que jamais un levier, clairement, d'insertion.
En essayant de rester objectif, je dirais que c'est pour moi le premier levier d'insertion aujourd'hui. Et on est dans le grand JT de l'éducation. Je pense que c'est le premier levier qui doit être conseillé, tant à des collégiens qu'à des lycéens. Le plus tôt possible, il faut rentrer en apprentissage. Alors, vous dites effectivement c'est intéressant, collégiens et lycéens, parce qu'on pense à son avenir, si je puis dire, à son orientation, maintenant très très tôt. Il faut faire des choix très vite, et c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est pas facile de savoir ce que l'on veut faire quand on est en 3e. Nous sommes au mois de janvier, une période de résolution, et pour les parents, c'est aussi faire un choix d'orientation pour leurs enfants, qui sont collégiens et lycéens. On va rentrer pour certains dans la période de Parcoursup. Avant toute chose, il faut penser apprentissage. Et pourquoi il faut penser apprentissage? Pour une raison extrêmement simple. Vous savez, quand on est jeune diplômé, après 5 années d'études, souvent, qu'est-ce que l'on va entendre d'une entreprise? C'est « vous n'avez pas assez d'expérience ». L'apprentissage, ça vous permet d'emmagasiner des expériences, de vous acclimater à qu'est-ce que c'est que l'entreprise. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est aussi possible si vous vous destinez à entrer dans la fonction publique. C'est tout récent, mais c'est possible. C'est ça, c'est privé et public. C'est quand même très intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Peut-être redire ce qu'est vraiment l'apprentissage pour ceux qui nous suivent. La différence, parce qu'on parle beaucoup effectivement de filière générale, puis de formation pro et d'apprentissage. Alors peut-être juste un tout petit mot. Ouais, pour le résumer assez simplement, c'est ce que l'on retient dans l'apprentissage, c'est cette alternance, parce qu'on parle d'apprentissage, mais on englobe tout ça sous le terme de l'alternance, c'est-à-dire qu'il y a 2 grandes périodes. C'est une période de formation, souvent en centre de formation, et puis une période de formation toujours, mais en entreprise, avec des rythmes qui sont calculés en fonction des cursus et autres. Et tout ça, ça sanctionne une certification, un diplôme à l'issue. Donc c'est ce qui résume assez simplement ce que c'est que l'alternance et l'apprentissage. C'est assez gagnant finalement pour l'entreprise, comme pour, j'allais dire le salarié, enfin pour l'apprenant, de ce système de l'apprentissage. Alors je vais vous reprendre, non, vous avez employé un terme tout à fait adéquat, c'est un salarié. Un salarié. C'est vrai qu'il perçoit un salaire. Il fait l'apprentissage du salariat et en quelque sorte, tout le monde est gagnant. Le salarié apprenti ou alternant est gagnant, et pas seulement pour l'aspect pécuniaire. Non, parce que vous disiez qu'il était en formation aussi à l'entreprise. Alors certes, il apprend, comme nous d'ailleurs toujours aujourd'hui, on apprendra toujours de toute notre vie, tant mieux. Mais c'est vrai que, comme vous le dites, il est aussi salarié. Ça veut dire qu'il exécute aussi des tâches. Enfin, je veux dire, il n'est pas là juste comme un stagiaire pourrait l'être en seconde. Il est réputé être en formation, mais la formation, c'est ce qu'on pourrait dire l'anglicisme, learning job. Il apprend en travaillant. Il est avant tout en formation. Mais pour reprendre votre question, tout le monde est gagnant et l'entreprise est également gagnante, puisqu'elle prépare en fait des jeunes ou des moins jeunes, on ne le dit pas assez forcément, à se former à des métiers qui, j'insiste sur ce terme, qui recrutent avant toute chose. On se forme en général pour derrière occuper un métier qui recrute. En tout cas, c'est ce que souhaitent les entreprises. Alors, quels sont les métiers qui recrutent? On va tout de suite penser au numérique, évidemment. Alors ça en fait partie. C'est vrai qu'on ne pourrait pas parler des métiers qui recrutent sans parler du boom technologique qui va, par voie de conséquence, qui génère déjà beaucoup d'attractivité. Mais moi, je reviens à des choses assez basiques, et c'est aussi finalement ce que l'on développe au sein de notre fondation, c'est de faire ce zoom sur les opportunités dans les métiers dits techniques. On a déjà eu l'occasion à maintes reprises, et on ne le fait pas assez, je pense, aujourd'hui, de parler de cette pénurie qui s'installe dans ces métiers, des métiers qui sont pourtant des métiers qui sont potentiellement bien rémunérés et qui offrent des carrières. Très concrètement, notre fondation, au travers des entreprises qui la représentent, nous avons fait émerger des projets autour de la possibilité d'intégrer le plus tôt possible des filières techniques pour, in fine, occuper des emplois d'ingénieurs. Et tout ça par la voie de l'alternance. Ce qui fait que si vous démarrez plus tôt, je reviens sur mon propos du départ, vous pouvez emmagasiner en démarrant en bac pro. Pourquoi pas ? Ce serait même d'ailleurs une véritable réussite, emmagasiner 7 années d'expérience professionnelle, être un ingénieur non seulement diplômé, mais en même temps tout à fait opérationnel, avec une vraie maturité. Avec une vraie maturité et gagnante pour les entreprises qui en plus forment finalement un peu
pas forcément à leur image, mais en tout cas du moins les salariés tels qu'ils veulent qu'ils soient finalement. C'est sur une voie de l'entreprise, c'est quand même une vraie voie directement vers l'emploi et donc bénéfice pour l'employeur. Il les prépare à certains, à leurs écosystèmes et à leur façon de former, d'accompagner. Ceci étant, n'oublions pas une chose, c'est que nous sommes rentrés dans une ère où, et les statistiques parlent assez bien là-dessus, on n'entre plus dans une entreprise pour y rester toute sa vie. Et dans ce que vous disiez tout à l'heure sur le boom technologique, on voit bien que les générations actuelles ont envie aussi de pouvoir avoir des opportunités tout au long de leur vie. Mais là aussi, on fera appel à nouveau à l'alternance pour se former à nouveau et peut-être trouver un autre emploi, d'où la formation tout au long de la vie par le biais de la formation alternée. Oui, c'est ça, parce qu'on pense souvent à l'alternance pour le démarrage finalement, pour les premiers emplois. Mais en fait, on peut, si on a moins de 30 ans, c'est bien cela, se former à nouveau, même en étant déjà employé quelque part, et faire une alternance. Alors, en réalité, c'est bien que vous zoomiez sur ce seuil aujourd'hui qui fait que le contrat d'apprentissage est hors certaines spécificités ouvertes à toute personne de 30 ans et moins. C'est une opportunité, vous pouvez finalement décider, même en tant que salarié aujourd'hui, admettons à 25 ans, salarié CDI, avec l'accord de bien entendu de votre entreprise, de rentrer dans un dispositif à nouveau d'apprentissage pour aller chercher un nouveau diplôme. Certaines entreprises le font. Et je trouve que ça, c'est une véritable opportunité qui t'est offerte, qui est tout aussi gagnante pour l'entreprise que pour le salarié. Alors comment vous accompagnez les entreprises justement avec la FIPA, avec la Fondation la Fondation Innovation pour les apprentissages ? Eh bien, l'élément central de tout ça, c'est les entreprises déjà qui sont à l'origine de nos travaux. Et nos travaux, ce sont des projets. C'est-à-dire que nous réunissons les entreprises et leurs besoins autour de projets dits innovants. Je parlais tout à l'heure en fait de ce que nous avons développé en matière d'orientation vers les filières techniques et qui mènent à des cursus ingénieurs par la voie de l'alternance. Ça, c'est un projet qu'on a baptisé Ingénieuse. Pourquoi ? Parce qu'on le réserve exclusivement à des femmes. À des femmes qu'on va chercher le plus tôt possible, qui sont titulaires d'un baccalauréat et auxquelles on propose une alternance en BTS en alternance, puis ensuite la possibilité de poursuivre en école d'ingénieur. Pourquoi les femmes ? Parce que vous vous êtes rendu compte qu'effectivement, en filière scientifique notamment, elles étaient un peu... c'est un des constats, mais c'est aujourd'hui à peu près 20% des ingénieurs qui sont formés. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas suffisant et nous sommes aujourd'hui en France en pénurie d'ingénieurs. Enfin, en tout cas, on n'en forme pas suffisamment. Et donc, en quelque sorte, il faut qu'il y ait plus de femmes qui se dirigent vers ces études parce que, notamment, elles ont beaucoup de perspectives. Et en plus, ça nous permet vraiment de maximiser. En tout cas dans ces entreprises, mais dans toutes les autres, le nombre in fine d'ingénieurs formés. L'autre volet sur lequel nous sommes, et nous avons aujourd'hui actuellement une dizaine, voire même une quinzaine de projets en cours qui vivent, c'est le volet de l'orientation. C'est ce que je disais tout à l'heure, parce que je vous disais qu'il faut aller s'orienter vers l'apprentissage à l'alternance, mais il faut s'orienter vers les métiers qui recrutent. Nous avons, depuis l'an passé, permis à des lycéens de découvrir sur les 2 semaines de stage de seconde une immersion, un métier par jour. Donc un projet que nous avons appelé 10 stages en 1 seconde, ce qui permet vraiment de faire un choix d'orientation en ayant parcouru comme ça plusieurs opportunités. Une entreprise par jour, c'est ça ce que Une entreprise par jour, d'accord. 10 stages en 1 seconde. Oui, alors là, il faut être effectivement avoir le regard assez aiguisé. On peut se rendre compte en une journée réellement de ce qu'on a envie de faire ou de ne pas faire ? C'est avec l'aide des entreprises qui ouvrent leurs portes sur une journée. Et c'est en tout cas... ce serait mieux si ça durait plus longtemps, mais c'est déjà un point de repère intéressant pour pouvoir faire un choix beaucoup plus raisonné que finalement en se documentant seul. Et puis, ce que je voudrais vous dire aussi tout à l'heure, c'est qu'on parlait tout à l'heure des emplois de salariés que l'on peut obtenir par la voie de l'apprentissage et de l'alternance, mais n'oublions pas, et c'est ce que notre fondation développe depuis plusieurs années maintenant, qu'on offre à des salariés alternants l'opportunité de créer leur entreprise. Ah oui, effectivement. Ça, c'est peu dit.
ce qui est peu dit. Il faut le redire. Alors, comment vous les aidez? Alors, par deux biais. La première, c'est qu'on organise chaque année, et là je peux vous parler de la date parce qu'elle est connue, le 6 mars, on va faire un hackathon nocturne, où on va permettre à 250 alternants en fait, de faire ce qu'on appelle une implémentation à l'entrepreneuriat, la découverte de l'entrepreneuriat autour d'un projet en équipe. On appelle ça la nuit des loups-garous parce qu'il y a cette logique de transformation à l'issue de cette nuit qui vraiment dure toute la nuit avec une vraie énergie. Et quelque chose qui dure plus longtemps, c'est ce qu'on appelle le concours Alternop, qui pour nous est une manière de permettre à des jeunes futurs entrepreneurs de se former à l'entrepreneuriat et de défendre leur projet entrepreneurial. Et ça dure beaucoup plus longtemps parce que ça nous mène de février à quasiment novembre où on remet les prix. Et dans l'entrefait, on permet à une trentaine d'entre eux, sur les dossiers que nous recevons, de partir pendant une semaine à l'étranger pour ce qu'on appelle une formation à l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est aussi très énergisant pour eux. Et à l'issue, c'est ça qu'il faut retenir. Certains poursuivent dans la voie du salariat avec des valeurs entrepreneuriales, c'est intéressant, mais d'autres vont devenir des vrais chefs d'entreprise. En plus, avec toutes les entrepreneurs qui sont au sein de la Fondation et qui peut-être peuvent pousser un peu, porter certains projets. Donc c'est formidable pour eux. Merci beaucoup Yann Bouvier d'être venu sur le plateau. Je vous remercie tout autant. Merci mille fois. Chargé de mission pour la FIPA, la Fondation Innovation pour les apprentissages. Merci. On va tout de suite retrouver Shirley pour sa chronique. Décidément, Shirley, les tendances qui émergent sur TikTok ont toujours de quoi nous surprendre en ce début d'année. Vous nous parlez de cet engouement pour la culture générale sur le célèbre réseau social chinois. Oui, alors ça change pas mal des trends peu sensées, voire dangereuses qu'on peut trouver sur TikTok. Là, on est plutôt sur une trend intello qui concerne, et ça c'est le résultat de recherches empiriques, majoritairement les filles de la génération Z, des carnets de culture G. On les voit fleurir un peu partout sur TikTok. Le principe, chaque jour, se renseigner sur un sujet et prendre des petites notes sur un carnet. Histoire, sciences, art, littérature, politique, pop culture, et j'en passe, tout y passe. L'objectif, combler ces lacunes et devenir plus cultivé. Alors, qui est à l'origine de cette trend? Elle s'appelle Ingrid. Oui, c'est le mot en français. Elle s'appelle Ingrid VD, elle a 26 ans et depuis 2 ans, c'est une adepte de ces petits carnets. En août dernier, elle a décidé de le partager à sa communauté dans des vidéos qui atteignent jusqu'à 400 000 vues. Pour elle, enrichir sa culture générale, c'est d'abord renforcer sa confiance en soi. Ça m'a vraiment permis de prendre confiance en moi parce que je me sens beaucoup plus légitime maintenant de participer à des débats et même de lancer des sujets d'actualité ou d'autres domaines que je vais vous montrer. Donc typiquement, comme exemple, là j'ai fait une page synthétisée sur Le Corbusier, sa date de naissance et de mort, sa profession, ses 5 principes d'architecture, quelles ont été ses grandes œuvres dans sa vie, etc. Donc avec des carnets très variés, on devient plus cultivé, plus confiant, on attire des gens plus intéressants. Le développement personnel n'est pas très loin dans cette histoire. Et d'ailleurs, on retrouve les mêmes codes que dans le journaling, très promu sur TikTok également. Cette pratique, Virginie, qui consiste à consigner quotidiennement ses émotions, ses pensées pour mieux se comprendre, mieux se connaître. À grand renfort, évidemment, nous sommes sur TikTok, de stabilo, de stylos de couleur, de stickers. Plus on glow up, mieux c'est. Comme vous le voyez sur ces petits carnets de culture à l'écran, parce que les vidéos d'Ingrid VD ont en effet rencontré un tel succès que ces derniers temps, les internautes ont pris exemple, comme ici aussi avec Nana Nebula. C'est la mythologie grecque qui a piqué la curiosité de cet internaute, manifestement. Il y en a des pages et des mots. Bon, mais qui dit culture G dit infinité de sujets. Comment on fait une sélection là-dedans? Charlotte SPRG a trouvé quelqu'un pour l'aider. En gros, j'ai demandé à ChatGPT de me donner 50 thèmes ultra diversifiés et le but, ça va être de les écrire dans mon carnet et tous les matins d'en sélectionner un au hasard et d'écrire une petite page, vraiment juste un résumé sur ce sujet-là pour avoir les bases. Alors certaines vont plus loin, elles ont lancé une série de vidéos courtes pour transmettre ce qu'elles ont appris grâce à la tenue de ces petits carnets, comme Fanny TRZ qui s'exprime à la fois sur l'écoulement du temps dans l'univers, l'histoire du stérilet ou encore la façon dont la lecture transforme notre cerveau.
Épisode 8 des sujets de mon carnet de culture. Lorsqu'on lit, nos yeux détectent les lettres et les mots. Et ça, c'est le travail du lobe occipital. C'est ensuite transmis au lobe temporal. Il est responsable de la subvocalisation, c'est-à-dire la petite voix qu'on a dans notre tête. Elle nous permet d'améliorer notre éloquence car elle crée des micro-mouvements dans la gorge. Par exemple, si vous essayez de crier dans votre tête, vous allez le sentir dans votre gorge. L'info passe ensuite dans le cortex préfrontal, puis au niveau des amygdales et enfin de l'hippocampe. La lecture améliore donc notre capacité de réflexion, de mémoire et d'émotion. Ça nous embouche un coin, Virginie. Fanny TRZ, également entrepreneuse, ne se contente pas de partager ses connaissances. Elle a décidé de surfer sur la tendance en commercialisant ses propres carnets de culture, comme Amazon d'ailleurs. La plateforme vend depuis quelques mois ses petits carnets. La tendance a donc vite fait de se muer en business. Oui, et là, donc, du coup, ça n'a pas plu à celle qui a été à l'initiative de ce concept, la fameuse Ingrid Védé, c'est ça ? Oui, parce que selon elle, beaucoup se sont appropriés son idée sans la citer. Elle a d'ailleurs publié un coup de gueule dans une vidéo à ce sujet. Malgré tout, elle se dit heureuse d'avoir pu inspirer des gens afin, je cite, de combattre la culture du vide sur TikTok, un réseau souvent critiqué, on le sait, pour son côté addictif et abrutissant, avec son flot de vidéos dépourvues de fond et essentiellement divertissantes. C'est aussi, comme d'autres réseaux, la porte ouverte à la désinformation et à la manipulation, les risques essentiels de la culture du vide. Nos cerveaux sont en train de devenir les champs de bataille du 21e siècle, comme nous le rappelle l'essayiste et chercheuse spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques de la tech, Asma Mala. Alors oui, les carnets de culture, c'est pas la plus grande invention du monde, c'est même pas une invention du tout d'ailleurs, parce que je pense qu'on a tous rempli des petits carnets ou fait des fiches. Des fiches de révision, quoi. Voilà, mais on va dire que Ingrid Védé a au moins le mérite d'avoir popularisé le concept sur le TikTok francophone et fait sa part, comme le petit colibri face au péril que représente la culture du vide. Toute proportion gardée, c'est quand même une petite victoire pour la culture. On ne sait pas, ces petits carnets, ça pourrait donner envie à certains, certaines d'approfondir des sujets en lisant tel livre, en allant voir telle expo ou en allant voir aussi des films dans des cinémathèques. Ça sera toujours un petit plus à prendre pour le milieu un peu maltraité par les politiques en ce moment. Pour rappel, la plupart des régions ont adopté leur budget 2025 juste avant les fêtes et toutes ou presque prévoient une baisse des subventions pour la culture. Avec cette palme d'or des coupes budgétaires qui revient à la région Pays de la Loire, ce sera moins 62% pour la culture cette année. Waouh, merci beaucoup Shirley en tout cas pour cette chronique. On va retrouver tout de suite le meilleur de School TV avec le Zap. Le thème du suicide, et ça vous en parlez forcément. Et vous ne parlez pas de suicide, vous parlez, enfin si vous en parlez aussi, mais dans un premier temps vous parlez d'une exécution. Et donc derrière, quand il y a une exécution, on se dit qui a appuyé sur la gâchette ? Qui a appuyé sur la gâchette finalement ? Apparemment, ce n'est pas seulement lui, c'est une histoire familiale. C'est toute une famille. C'est ça. Qui appuie. C'est pour ça que les suicides sont toujours impensables par les familles. Parce que c'est une défaite collective. C'est rarement une défaite isolée. Même si le libre arbitre existe de chacun. On est irréductiblement quand même responsable de sa vie. La natalité baisse en France, c'est pas un scoop, c'est le cas depuis 2010. Ça entraîne une diminution du nombre d'élèves en classe, d'après un rapport. 2000 écoles, pas classes, écoles pourraient fermer d'ici à 2028. Est-ce que vous êtes très concrètement concernés ? On commence par vous, Christine. Alors oui, je suis concernée justement pour l'école du Plessis-Grignou, qui est une école de 4 classes aujourd'hui. Cette école a vu son effectif baisser là, en quelques années de façon assez significative. Et nous avons eu à la rentrée dernière moins d'élèves que ce que nous avions prévu. Nous arrivions à maintenir le cap des 80 enfants pour 4 classes. Aujourd'hui, nous sommes passés à 75 élèves et malheureusement, en dessous du seuil des 80, c'est assez problématique. Pardon, oui, nous sommes à 69. Je me trompe en plus, je vous dis des bêtises. Je rêve tellement de voir ces effectifs augmenter que j'en oublie le chiffre le plus bas. Donc, on est à la rentrée dernière, nous avions 69 enfants. Mathias de Bièvre rappelle que vous êtes le fondateur de Vision et donc membre du consortium OpenAid IAG. Alors, on va commencer par la base. Qu'est-ce que c'est que ce consortium ? On a compris, c'est autour de l'intelligence artificielle générative dans l'éducation. Mais pourquoi cette nouvelle initiative ?
quelle est l'idée? C'est comment on peut utiliser l'intelligence artificielle, notamment pour aider aux révisions. Donc elle peut être utilisée dans plein d'aspects de l'éducation, de l'orientation, l'intelligence artificielle, pour mieux personnaliser les choses. Et aujourd'hui, on a par exemple un professeur pour 30, 50, 100, 200 élèves, et chaque élève va avoir le même exercice, le même cours, parce qu'on ne peut pas faire mieux logistiquement. Oui. Mais grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir beaucoup plus personnaliser cela pour que chaque élève, on lui présente le cours de la meilleure façon pour lui, peut-être en fonction de ses intérêts, peut-être en fonction de son niveau, et puis on lui présente des exercices qui répondent à ses besoins, dans le sens où si je suis très bon, je sais pas, en fraction, eh bien j'ai peut-être pas besoin exactement de réviser ça en maths, mais je suis nul dans les probas. Bon, ça va pas, fraction et proba, mais donc du coup, je suis nul dans les suites. Eh bien, je vais avoir plus d'exercices dans les suites ou dans cette sous-partie-là. Et un prof pourrait faire ça. Si on avait un prof par élève, il saurait quelle est la force et les faiblesses de chacun. Mais logistiquement, un prof, s'il a 30, 50, 100 élèves, il peut pas faire ça tout seul. La galette des rois, elle est plutôt typique des régions du nord de la France. D'accord. Là, on va la retrouver. Pour les origines, ça puise ses origines donc dans les fêtes païennes de l'Empire romain. Il y a une fête qu'on célèbre qui s'appelle les Saturnales, enfin qu'on célébrait. Et pendant cette période, il y avait un esclave qui pouvait devenir roi d'un jour grâce à une fève qui était cachée dans un gâteau. Donc là, enfin, je ne sais pas si vous êtes l'esclave, mais en tout cas, vous êtes le roi du jour. Toujours l'esclave de quelqu'un. Oui, c'est ça. Avec le temps, la galette des rois, vous la connaissez, hein, pas celle qu'on a ici en pâteau, puisque c'est une brioche. Ouais, la galette des rois, c'est une pâte feuilletée dorée, garnie d'une crème frangipane à base d'amandes. Alors, et la brioche. Et là, on a une vraie brioche. Et la brioche faite maison. Alors, elle n'est pas faite maison, je l'avoue. J'aurais pu dire, bon, si elle est faite maison, personne ne le saura. Non. Donc, elle, c'est une spécialité du sud de la France. Ça remonte aussi à l'Antiquité, mais la forme et le goût, ça va beaucoup plus refléter les influences méditerranéennes. Pourquoi ? Parce que c'est légère, c'est parfumé à la fleur d'oranger. Un peu de fleur d'oranger là-dedans. Exactement. Un peu de fleur d'oranger. Et parfois, donc c'est pas celle-ci, mais vous allez retrouver des fruits confits dessus, qui vont en fait représenter les joyaux de la couronne des rois mages. Donc c'est vraiment une forme de couronne, c'est beau, c'est un peu tautologique, mais c'est beau. Et de la couronne que vous portez aujourd'hui, Emmanuel. D'accord. Quels sont les vrais enjeux selon vous? C'est simplement une question d'effectifs ou est-ce que c'est un problème aussi une question de perception des écoles rurales? Un petit peu les deux, parce que c'est vrai que les gens qui vivent sur place et qui ont choisi d'y vivre, notamment parce qu'il y avait une école en proximité de leur domicile direct, eux, ils y sont attachés et ils ont vraiment pas envie que leurs enfants se retrouvent dans une école 2-3 fois plus importante. C'est pas du tout la même chose d'être dans une structure avec 4 classes, 80 élèves. Il y a un petit côté familial, un petit côté cocooning qui est apprécié. C'est pas la même chose quand vous vous retrouvez dans une école de 250 élèves avec 14 classes. Les choses sont pas gérées tout à fait de la même manière, bien que au Plessis-Grimoux, depuis des années, les enfants ont accès à tout ce qu'on peut trouver dans une ville, c'est-à-dire ils vont à la piscine toutes les semaines dès la grande section. Nous, on a toujours favorisé ça. L'apprentissage de la natation, ils vont à la bibliothèque, ils ont accès au gymnase. On n'hésite pas à payer les transports de bus pour qu'ils puissent avoir accès à la même chose que ceux qui sont sur place à la ville. Donc, il y a pas, en termes éducatifs, ils ont vraiment la même offre que dans une plus grosse école et avec une certaine dimension humaine peut-être un peu plus prononcée. Donc vous êtes parti de ce constat-là pour vous dire on va rassembler des acteurs publics, privés, associatifs, on va les mettre tous autour d'une table et on va réfléchir à une solution, c'est ça ? C'est ça, exactement. Parce que il y a besoin de cette diversité d'acteurs parce que d'un côté, ce sont les acteurs publics et notamment les académies, les ministères, les universités qui sont garants, on va dire, du sérieux pédagogique des choses. Et puis de l'autre côté, ce sont les acteurs privés et technologiques qui ont les outils d'IA et les données
pour pouvoir amener cette innovation. Et donc l'idée finale, c'est quoi? C'est de dire, chaque élève va pouvoir, parce qu'aujourd'hui, chaque élève a beaucoup de données sur lui, sur ce qu'il apprend, ses notes, ses exercices, ces choses comme ça, qui sont stockées dans plein d'EdTech différentes. Ouais. Donc il va pouvoir les récupérer dans un coffre-fort sécurisé. Et ensuite, dans ce coffre-fort, une IA générative de type ChatGPT, mais dans ce projet, pas ChatGPT, une IA qui s'appelle Lucie, qui est une IA française, souveraine, va s'exécuter pour dire, j'utilise tes données et j'utilise les données du programme. Je compare tes forces, tes faiblesses et je te génère des exercices personnalisés là-dessus. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Romain Luc. Au son, c'est Thibaut Gorille-Lafont. Le maquillage, Laure Redemont. Laura Girard, il m'a fait à la rédaction. Merci également, Shirley, à la fois pour cette chronique merveilleuse sur les petits livres, les petits carnets de culture générale. Vous allez en faire? J'en fais déjà à ma propre échelle. Ouais, mais c'est pas aussi glowy, quoi. Voilà. Ah non, pas de TikTok, non. Merci à vous en tout cas et à demain, on se retrouve. Ciao.